Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour notre nouvelle conférence macroéconomique. On a eu le nez creux, sans le savoir, en choisissant la date, en espérant que Jérôme Powell soit présent parmi nous aujourd'hui. L'idée de cette conférence, c'est de faire un point sur les perspectives 2022. Donc vous avez avec vous de présent Louis, donc directeur de la gestion, et toute notre équipe de gestion qui vont vous faire un point sur la macroéconomie. On vous souhaite une très bonne année à tous et on vous demande de couper vos micros durant la conférence. On laissera place aux questions par la suite. Vous pouvez bien entendu, pendant la présentation, poser les questions dans le chat. On reviendra sur ces questions après la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Victoria. Donc bonne année à toutes et à tous. Donc en effet, nous sommes très heureux de vous retrouver donc, pour ce point de vue macroéconomique. Donc nous allons aussi aborder les nouveaux thèmes d'investissement pour 2022 et surtout après comment s'adapter à ce nouveau contexte dans les portefeuilles. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc comme disait Victoria, la date ne pouvait vraiment pas tomber mieux avec le FOMC, donc Jérôme Powell qui se retrouve ce soir. Donc voilà. Alors commençons très rapidement sur la partie macroéconomie. Donc sur la première partie, sur les slides suivantes, vous allez voir un petit rappel très rapide sur tout ce qui est le variant Omicron. Donc vous avez vu, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, le pic il est plutôt derrière nous. Vous avez vu que même en Asie ça va plutôt bien. Et la bonne nouvelle avec Omicron par rapport à Delta, c'est qu'il est beaucoup moins inflationniste. Vous avez vu le pic d'inflation qu'on a eu au mois de décembre, c'était un peu entre autres les conséquences de Delta. Donc on voit que la pandémie est clairement derrière nous et surtout Omicron est beaucoup moins inflationniste. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de Omicron. Donc sur la slide suivante, sur l'inflation transitoire, oui en effet finalement était beaucoup plus long que prévu. Vous avez vu qu'on atteint un pic aux États-Unis, on était quasiment à 7% d'inflation, on était encore assez nombreux. On va penser qu'avec les effets de base qui vont arriver, l'inflation va tomber à peu près à 5% au printemps et jusqu'à 3,5% d'ici la fin de l'année. Et pour 2023, on devrait revenir dans un contexte inflationniste plus classique autour de 2, 2,5, parce que je vous rappelle qu'on est toujours dans une tendance plutôt de faible inflation, notamment liée à la démographie et aussi à tous les gains de productivité liés aux enjeux technologiques. Donc c'est pour ça qu'on continue, même si finalement le transitoire était un peu plus long que prévu, on continue de penser que l'année prochaine, 2023, voilà, l'inflation va continuer se stagner petit à petit pour revenir dans sa tendance long terme. Concernant l'offre, vous avez vu sur les slides à l'écran que la contrainte de l'offre commence un peu à aller mieux. Clairement, il y a eu énormément de capacités qui ont été faites dans les offres, donc on voit que ça va mieux, même dans le fret, dans tout ce qui est maritime. Également dans les semi-conducteurs, on commence à voir que ça va mieux. Donc clairement, on peut penser que le pic est derrière nous. Il y a eu beaucoup d'investissements de capacité et donc toute cette problématique d'offres, donc on nous parlait qui était plutôt un sujet de 2021, vous verrez que le sujet de 2022, on parlera beaucoup moins de cette problématique d'inflation. Donc sur la slide suivante, vous voyez que l'inflation finalement donc, beaucoup plus transitoire. Donc ce qui est vrai, c'est que cette inflation a mis vraiment les banquiers centraux dans un corner, notamment donc on verra Jérôme Powell, donc maintenant on est quasiment tous prêts à s'accorder qu'il y aura 4 hausses de taux dès cette année et notamment dès la première au mois de mars, dès la fin du tapering. Donc on voit que le marché a commencé à vraiment faire un très fort repricing de ces 4 hausses de taux. Mais le plus important, c'est dans les minutes de la Fed, tout le FOMC a commencé à dire que potentiellement, il pourrait avoir aussi une contraction du bilan plus rapide que prévu. Rappelez-vous, en 2016, quand il y a eu les premières hausses de taux, le contraction du bilan de la Fed est arrivé quasiment plus de 2 ans après. Et bien ça, c'est quand même, on verra, et c'est ça ce qui était assez nouveau, puisqu'on s'était dit, rappelez-vous, quand on s'était parlé au mois de novembre l'année dernière, on s'est dit, c'est pas grave s'il y a des hausses de taux, parce que le marché action continue souvent de progresser pendant les hausses de taux. Et bien là, malheureusement, on a parlé de contraction de taux. Donc on verra peut-être certains, d'après Goldman Sachs, on pourrait attendre une première réduction du bilan de la Fed au mois de juillet. Donc rappelez-vous, tout le monde a dans les esprits encore le 4e trimestre 2018 qui avait succédé à une première contraction du bilan, parce que je vous rappelle, et c'était un peu notre fer de lance, disant que de toute façon le marché est 100% corrélé au bilan des banquiers centraux, je veux dire des bilans de la taille de la Fed, et clairement ça serait une vraie mauvaise nouvelle si le bilan était à se contracter. Donc ça on verra bien, je pense que Jérôme Powell pourra, et j'espère, rassurer ce soir. S'il dit que finalement, pas de contraction de bilan, là on pourra s'attendre à une forte remontée des marchés. Néanmoins, il y aura vraiment un travail d'équilibriste à faire
ce soir. Mais clairement, ça c'est voilà, clairement un soutien qu'il y avait sur les marchés que l'on n'a plus. Deuxièmement aussi, vous savez, il y a la politique monétaire aussi, il y a la politique budgétaire. Vous avez vu que finalement les plans de relance aux États-Unis n'ont pas vraiment été votés. Et il y a quasiment un impact de 2% lié aux effets de base, en tout cas aux États-Unis. Et en Europe, on est à peine flat plus concernant les plans de relance budgétaires. Donc c'est vrai que c'est deux soutiens qui étaient au marché qui ont quasiment un peu disparu. Néanmoins, sur la slide suivante, vous voyez, donc je pense que ce qui se passe, c'est que vous voyez que l'inflation qui est repartie plus rapidement que prévu. D'ailleurs, ça fait des années ce qu'on appelait que les taux réels étaient restés négatifs. Donc maintenant, la vraie question, c'est qu'on voit que ces fameux taux réels, donc c'est les taux nominaux ajustés de l'inflation, sont en train de remonter. Donc vous voyez qu'ils étaient clairement négatifs et aux États-Unis et en Europe. Beaucoup s'accordent à dire que les taux réels pourraient remonter à zéro. Donc là, on est quasiment à moins 60 points de base aux États-Unis. Ils pourraient remonter vers les zéros. Et c'est ça ce qui explique un peu cette forte surperformance récente de tout ce qui est cyclic value, parce que plus les taux réels étaient négatifs, plus ils étaient en train de baisser, plus il fallait avoir des valeurs à longue duration. Et bien quand les taux réels sont en train de remonter, c'est plutôt ce qui est plutôt valeur value qu'il faut avoir. Donc la question, c'est de se dire jusqu'à quand les taux réels vont remonter. Néanmoins, en tout cas aux États-Unis, ils vont peut-être revenir à zéro, mais en tout cas en Europe, rappelez-vous, on l'a toujours dit, et d'après notre économiste Jean-Pierre Coty, on va avoir des taux réels négatifs forever, comme il dit. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que les taux réels négatifs, c'est un très bon moyen de désendetter les États. Et surtout, ça va être un moyen de financer tous les enjeux, à la fois climatiques, transition énergétique et aussi démographique. Parce que vous ne pouvez pas oublier que l'Europe, il y a des gros enjeux démographiques qui vont arriver. Et donc tout ça, on va avoir besoin d'investir massivement en Europe. Donc les taux réels vont rester négatifs, qui sera quand même un soutien et pour le marché action. Voilà, deuxième soutien pour le marché action sur la slide suivante, vous voyez c'est la fameuse prime de risque. Vous avez vu, donc là c'était même avant, le graphique qui est là, c'était même avant la chute de ces derniers jours. Donc on voit qu'une prime de risque, vous vous rappelez, c'est le rendement du marché ajusté du taux sans risque. Donc même si les taux américains 10 ans sont remontés à 1,78, on est toujours entre 3 et 4 de prime de risque. Il faut complètement privilégier toujours le marché action par rapport aux obligations. Et sur le graphique de droite, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre la corrélation entre les hausses de taux et le marché. Et vous voyez qu'il y a une corrélation de 0,3-0,4, donc c'est pas parce que les taux montent que le marché va baisser. Souvent c'est le contraire, c'est quand les taux baissent pour relancer l'économie, c'est qu'on a un ralentissement économique, que souvent le marché baisse. Donc c'est pour ça que tout ce qui est, on va dire, prime de risque est également un soutien pour les marchés actions. Voilà, donc sur la slide suivante, vous allez voir que le marché, clairement, là, vous allez voir, là, on parle toujours de croissance ou value. Bon, nous, vous savez que nous, on n'aime pas trop parler de ça, mais comme tout le monde ne parle que de ça, on voit clairement que là, les gens se repositionnent clairement vers la value et complètement en ligne avec la remontée des taux réels, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc sinon, et ici sur la slide suivante, ce qui est intéressant, c'est de parler voilà, quand même de la microéconomie. Vous avez vu que les premiers résultats du 4e trimestre sont sortis. Il y a eu des excellents chiffres encore hier soir d'une SS de This World, de ID Logistique, de Rémi Cointreau, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau, pour le moment, le consensus attend 7-8% de croissance de bénéfices par action, que ce soit sur le S&P ou pour le Stoxx 600. On peut penser qu'avec la productivité, les bons résultats, des entreprises qui ont su très très bien manœuvrer et qui ont beaucoup de pricing power, on peut même peut-être s'attendre même à deux chiffres, une croissance des bénéfices par action pour 2022 à 2 chiffres, qui serait clairement quelque chose de très positif. Et si on se focalise plus sur les small caps, là sur un graphique, vous avez vu, on ne va pas bouder notre plaisir. Nous, vous connaissez tous qui sommes très micro small cap. Vous avez vu que sur les 4 dernières années, les CAC Small ont sous-performé 3 années sur 4 les large caps. Pourquoi? Parce que les gens sont été très indiciels, ils ont toujours eu la peur de la liquidité depuis 2018. C'est vrai que les flux ne sont toujours pas revenus vers la classe d'actifs small cap. Et surtout, il faut savoir qu'en ce moment, le CAC Small, donc les valeurs small cap, le consensus attend quasiment 20% de croissance des EPS pour 2022 contre quasiment donc 8 pour les large cap. Donc vous voyez qu'il y a quasiment 2 fois plus de croissance dans les small cap attendent pour 2022 et c'est la même chose pour 2023. Sachant qu'aujourd'hui, les small caps se payent que 20% des cotes par rapport à large cap. Vous voyez sur le graphique de gauche, on est au plus bas en PE relatif des small caps par rapport à large cap. Et surtout que tout le monde parle que de private equity en ce moment. Aujourd'hui, acheter des small caps cotées, vous pouvez les avoir avec 25% des cotes par rapport aux valeurs cotées.
Donc voilà, donc comme petit résumé avant de parler de nos thématiques d'investissement pour 2022, et je reprendrai la parole après, juste avant vos questions, pour dire comment les implémenter dans les fonds. Donc en conclusion, il y a quand même 3 éléments positifs pour les marchés, à savoir des bénéfices par action au rendez-vous, des taux réels toujours qui vont rester négatifs même s'ils remontent, une prime de risque qui favorise toujours les actions par rapport aux obligations, et 2 éléments négatifs dans la balance, c'est une certaine valorisation qui ont vu que la repricing sur les valeurs à forte duration qui ont corrigé, et aussi des banquiers centraux et des relances budgétaires qui sont moins au rendez-vous que les dernières. Donc non sans attendre, voici, on va vous parler, chacune des personnes de l'équipe va vous parler des thématiques 2022 qu'on va implémenter dans les portefeuilles. Absolument, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais entamer directement par la thématique de pricing power. Ensuite on va vous en présenter donc 4 autres. Donc cette thématique de pricing power, je veux dire que nous mettons en avant depuis plusieurs mois maintenant, déjà lors de notre dernière conférence macroéconomique. Alors bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est une thématique qui a un petit peu souffert sur le mois de janvier. Par exemple, c'est Goldman Sachs qui fait des paniers sur certaines thématiques. En l'occurrence, la thématique de pricing power affiche une contre-performance de 15% en year-to-date, qui s'explique très simplement par le fait que très souvent, les entreprises qui ont du pricing power, ce sont des sociétés de grande qualité. Et donc, comme disait Louis, avec une forte valorisation et une duration longue, donc automatiquement, la moindre hausse de taux impacte la valorisation et donc le cours de bourse. Nous, en tout cas, dans les portefeuilles, nous avons eu tendance à alléger cette thématique au courant du mois de janvier, mais nous pensons qu'au fil des mois de 2022, il va falloir se renforcer vraiment sur ce thème-là. Et donc toujours en lien avec ce que disait Louis, c'est qu'on arrive quand même dans un environnement macroéconomique et surtout inflationniste très fort. Il faut donc privilégier les sociétés qui ont de véritables avantages concurrentiels. Ces avantages concurrentiels peuvent être au niveau de leur système industriel ou opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a un effet taille ou réseau qui permet une certaine flexibilité et de s'adapter aux clients dans toutes les conditions et de pouvoir faire passer justement des hausses de prix parce que vous vous rendez indispensable à votre client. Ou très rapidement, ça peut être un avantage technologique ou une image très forte qui permet en tout cas de vous rendre encore une fois indispensable à votre client. Sous cette grande thématique de pricing power, nous avons identifié 3 sous-thèmes. Donc déjà les entreprises, ils sont leaders de leur marché. Vous voyez, c'est le premier rectangle en haut à droite. Donc je ne vais pas vous parler de Hermès ou Geberit, mais plutôt de Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est vraiment le leader mondial, donc c'est un laboratoire danois, leader mondial du traitement contre le diabète, donc notamment avec ses produits GLP-1. C'est une société qui a réussi à écraser le marché de l'insuline, un marché plutôt vieillissant pour justement, en innovant, gagner des parts de marché, notamment aux États-Unis, par rapport à Sanofi. Ensuite, la deuxième thématique, c'est quand vous avez une offre qui est structurellement inférieure à la demande. Et là, je peux citer une société, donc c'est d'actualité, comme disait lui, la société Sword, donc c'est une ESN française, qui est vraiment située sur des business de niche, et notamment dans le conseil informatique pour la défense et des institutions publiques, et qui a bénéficié au 4e trimestre d'une croissance organique supérieure à 20%, quand son objectif était de réaliser une croissance organique de 13%. Donc là, on a vraiment un déséquilibre fort avec des sociétés nichées qui réussissent à capter cette inefficience de l'offre. Et pour finir, on a toutes ces sociétés à très forte image. Donc c'est une sous-thématique dans laquelle j'aurais pu mettre Hermès, également Ferrari, mais je vais plutôt vous parler très rapidement de San Lorenzo. C'est une société qu'on apprécie beaucoup. C'est donc un constructeur de yachts italien qui en fait est capable de faire passer des hausses de prix bien supérieures à ces hausses de coûts. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie également d'une image de marque excellente et en plus de ça d'un carnet de commandes excellent. Donc maintenant je vais laisser la parole à Paul Hédon pour notre deuxième thème sur la qualité sous-valorisée. Merci Hugo. Alors effectivement, chez Gay-Lussac Gestion, on fait en sorte de se démarquer, de se détacher vraiment des modes entre sociétés purement value ou purement grosses. On va rester sur ce qui fait sens à nos yeux, c'est-à-dire les sociétés de qualité qui sont vraiment sous-valorisées. Donc qu'est-ce qu'une sous-valorisation ? Pour nous, c'est quand le consensus, le marché, a une incompréhension ou sous-estime le potentiel d'une société à délivrer sur ses fondamentaux. Donc cela peut se faire de plusieurs manières. Peut-être sur la croissance organique, sur l'amélioration des marges ou des histoires de croissance externe. Et donc, en creusant en profondeur les dossiers et en sortant des sentiers battus, on parvient à dénicher des inefficiences de marché sur ces sociétés, principalement sur des small et micro-caps.
Et donc ces entreprises vont être amenées à bénéficier d'un net re-rating, d'une bonne dynamique boursière dès lors qu'elles vont publier, étant donné que les free cash flows seront mécaniquement revus à la hausse. Donc nous avons quelques exemples à vous présenter de belles sociétés industrielles qui pour nous sont bien sous-valorisées et légèrement incomprises par le marché. Donc prenons pour commencer l'exemple de Piovane, une société italienne qui propose des solutions d'automatisation et des équipements auxiliaires pour des chaînes de production. Ils ont réalisé une acquisition vraiment transformante il y a quelques mois, et pour nous les synergies liées à cette opération ne sont pas encore intégrées par le marché. Également, leur potentiel de croissance est selon nous sous-estimé, étant donné que c'est une société qui va jouer un rôle vraiment de consolidateur sur un marché fragmenté et qui surfe actuellement sur des tendances vraiment porteuses. Un autre exemple peut être celui de Louvet, une société italienne qui propose une expertise assez innovante dans des équipements pour le contrôle climatique. Ici, on pense que le consensus sous-estime le potentiel de croissance. D'une part, d'après ce que nous dit le management et à la lecture du carnet de commandes qui est historiquement élevé, le groupe peut tabler sur une croissance vraiment high single digit, comparé à un consensus qui tape plutôt sur une croissance mid single digit. Et également, on trouve le consensus trop conservateur sur la capacité du groupe à améliorer ses marges, étant donné qu'il dispose d'un bon pricing power, comme vous l'a décrit Hugo tout à l'heure. Un autre exemple peut être celui de Steph, l'un des leaders européens dans la logistique des produits sous température contrôlée. Il faut savoir que Steph a un gros concurrent, STG, qui est en difficulté, et donc mécaniquement les flux se réorientent vers Steph. Donc on pense qu'il y a encore plusieurs semestres à observer en termes de gains de part de marché, et nous pensons que Steph est vraiment un bon vecteur pour jouer cette conjoncture, d'une part en raison d'un pricing power, enfin d'une capacité à répercuter les hausses de coûts sur les clients qui est sous-estimée, on pense, et également la valeur de leur patrimoine immobilier qui n'est pas encore intégré par le marché. Enfin, un dernier exemple peut être celui de Samsey, le distributeur français d'équipements de construction et d'outillage. Ici, le consensus montre plusieurs inquiétudes sur leur capacité à bien gérer les risques de pénurie de stock ou d'inflation des matières premières. On pense au contraire que le groupe peut être suffisamment confiant étant donné les accords de très long terme qu'il dispose avec plusieurs fournisseurs et qui va leur permettre de gérer bien plus efficacement les flux, les inventaires et tout cela à des tarifs vraiment préférentiels et aujourd'hui une valorisation qui nous semble très avantageuse. Je vais donc passer à présent la parole à Arthur qui va rentrer plus en détail sur les valeurs décorrélées. Merci Paul. Pour ma part, je vais vous parler d'une thématique que nous mettons en place depuis déjà longtemps dans les portefeuilles, mais qui prend encore plus de sens aujourd'hui. C'est celle des valeurs dites décorrélées, qui évoluent de manière relativement indépendante des indices actions. Donc dans un contexte de remontée des taux et de rotation sectorielle, c'est une manière pour nous de venir capter des poches de performance dans le marché. Cette décorrélation peut s'expliquer par différents facteurs qui peuvent souvent s'additionner dans l'univers des petites, voire des très petites capitalisations que nous avons récemment renforcées, en particulier des sociétés sous les 100 millions d'euros de market cap. Comme facteur décorrélant, on peut citer par exemple une activité de niche, peu sensible à la macroéconomie, une faible couverture par les analyses sell-side, une valeur des actifs sous-jacents, ou encore ce que l'on qualifie de situation spéciale. Pour illustrer cette thématique, je vais brièvement vous présenter 4 des 6 sociétés que nous avons retenues ici. La première société, c'est Novabase, une microcap portugaise qui opère sur le segment des services informatiques, en particulier à destination des opérateurs téléphoniques. En plus d'une activité relativement nichée et en forte croissance, la société dispose de près de 55 millions d'euros de trésorerie nette pour une capitalisation de l'ordre de 160 millions d'euros. Sa valorisation peu exigeante au regard de cette perspective de croissance nous conforte dans notre choix de l'avoir aujourd'hui en portefeuille. Une société qui illustre plutôt la stratégie de valeur d'actifs, c'est Gaumont, qu'on connaît pour son activité de production et de distribution audiovisuelle. Mais Gaumont, c'est aussi une société qui possède près de 220 millions d'euros d'actifs immobiliers pour une capitalisation de 340 millions d'euros. Cette situation valorise peu l'activité opérationnelle et confère selon nous un certain plancher au cours de bourse qui revêt par ailleurs une dimension spéculative puisque la famille Sédou possède près de 90% du capital aujourd'hui. Une autre société que nous apprécions particulièrement dans ce contexte, c'est Boiron, une société pharmaceutique qui opère dans le domaine principalement de l'homéopathie
La valeur avait beaucoup souffert du déremboursement de l'homéopathie en France et de la disparition de pathologies hivernales classiques, comme la grippe, depuis l'apparition du Covid. Donc Boiron a passé d'importantes restructurations, avec notamment un plan de sauvegarde de l'emploi, la fermeture de nombreux sites, et le groupe a lancé de nombreux nouveaux produits ces derniers mois. Nous pensons que le plus dur est désormais passé sur Boiron, qui repart sur une structure de coûts optimisée. Par ailleurs, le bilan est relativement sain, puisque le groupe dispose de plus de 200 millions d'euros de trésorerie nette. Enfin, nous avions initié il y a quelques mois une ligne dans la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage, une valeur qui combine à la fois le fait d'être peu suivi par les analystes et le fait d'être une situation spéciale. Donc, il y a quelques mois, les actionnaires majoritaires, que sont Vinci et Eiffage, avaient tenté de lancer une offre au prix de 21,10 €, un prix qui ne reflétait absolument pas l'activité et surtout la visibilité de cette concession. Une fronde autour d'actionnaires minoritaires significatifs s'était organisée, qui avait forcé les initiateurs à relever le prix de l'offre à 27 €. Néanmoins, nous pensons que ce prix ne reflète toujours pas le bon niveau de valorisation pour la société, ce qui explique que le cours traite aujourd'hui au-delà de ces 27 €. Merci Arthur. En effet, le plan de relance européen est l'un des thèmes forts retenus par notre équipe d'analystes. Certains pays comme la Grèce ou encore l'Italie ont accumulé un retard technologique considérable, leurs infrastructures ne leur permettant pas d'accueillir les nouvelles technologies comme la 5G, le cloud ou même encore la e-mobilité. La crise du Covid-19 a entraîné des points d'inflexion pour ces pays puisqu'ils seront les principaux bénéficiaires du plan de relance Next Generation de 750 milliards d'euros. Ces fonds seront principalement alloués à l'innovation, au numérique ou encore à la mobilité durable. Sur le front du digital et du numérique, nous aimons toujours particulièrement les ESN tels que Neuron ou Wavestone, mais dans ce contexte de remontée de taux, nous préférons nous concentrer sur les valeurs grecques et italiennes qui sont particulièrement bien placées pour bénéficier de ces plans de relance et dont les valorisations sont d'autant plus attractives. Je vais d'ailleurs vous en présenter quelques-unes, à commencer par le leader de la distribution de logiciels de comptabilité et de facturation en ligne, le groupe EpsilonNet, qui nous a particulièrement séduit grâce à ses 80% de parts de marché en Grèce, à la qualité de ses solutions ou encore à son processus de distribution innovante. EpsilonNet va d'ailleurs bénéficier de l'entrée en vigueur de la facturation électronique en Grèce qui a été rendue obligatoire l'été dernier, ce qui devrait lui ouvrir un marché considérable dont le groupe vise à obtenir un tiers d'ici à fin 2022. Les perspectives de croissance d'EpsilonNet sont donc des plus intéressantes. Je vais maintenant vous parler de B-Shaping de Futur, une small cap italienne qui offre des solutions de consulting informatique pour les institutions financières en Italie, mais aussi de plus en plus à l'international. B devrait bénéficier du retard des grandes institutions bancaires italiennes sur leur stratégie de digitalisation, quelque chose qui est de plus en plus urgent dans ce contexte. B dispose d'un bilan solide et d'un levier effectif de plus de 60 millions d'euros pour faire des acquisitions. La croissance externe du groupe devrait donc s'accélérer sur les prochaines années. Passons maintenant à Esprinet, qui est le leader de la distribution de hardware sur les pays d'Europe du Sud, à savoir Espagne, Italie et Portugal, qui sont aussi les principaux bénéficiaires du plan de relance. À noter que l'Italie recevra 81,2 milliards, ce qui est exceptionnel en termes de montant. Esprinet, grâce à ses 26% de parts de marché, est donc particulièrement bien positionné pour en bénéficier. De plus, le groupe dispose de fondamentaux solides. Ils ont réussi à doubler leur ROCE sur les dernières années. Ils ont gagné en scale et le management vient récemment d'annoncer un plan d'amélioration des marges qui n'est pas encore tout à fait pris en compte par le consensus. Sur le front de la mobilité durable maintenant, nous affectionnons particulièrement la small cap italienne Salchef, qui est un opérateur de maintenance ferroviaire.
En effet, le groupe dispose de barrières à l'entrée très solides grâce aux certifications requises pour travailler sur les voies de chemin de fer, à l'aspect capital intensif de son métier, ou encore aux difficultés à trouver de la main-d'œuvre compétente et des machines. Saltchev dispose aussi d'une excellente visibilité que lui confère son carnet de commandes de plus de 3 ans, qui ne prend pas encore en compte tous les contrats dont le groupe devrait bénéficier grâce au plan de relance. Enfin, le potentiel de croissance de Saltchev nous semble encore sous-estimé par le consensus, ainsi que le potentiel de croissance externe, puisque le groupe dispose aujourd'hui d'un levier effectif de 250 millions d'euros pour faire des opérations de M&A. Je vais maintenant donner la parole à Daphné qui va vous parler d'efficience énergétique. Merci Guillaume. Alors, vous connaissez bien notre positionnement sur la thématique et la promotion des caractéristiques ESG dans la majorité de nos FCP. Certes, ce n'est pas forcément le bon moment pour parler de cette thématique, étant donné qu'elle se prend de plein fouet la rotation sectorielle, mais nous sommes convaincus du caractère structurel et long terme de cette thématique d'investissement durable, notamment de celle dont je vais vous parler, qui est l'efficience énergétique. Donc, dans le cadre de la thématique d'investissement de l'efficience énergétique, on va s'intéresser aux entreprises qui proposent des produits et services innovants et éco-efficients, garantissant des bons rendements énergétiques. Mais qu'est-ce que l'éco-efficience? C'est l'amélioration de l'efficacité des procédés et de la productivité, tout en minimisant les ressources utilisées. Pour que cela s'inscrive dans une logique de développement durable, l'éco-efficience doit répondre à différents critères, tels que par exemple la dématérialisation des produits, la réduction de l'intensité énergétique des biens et services, ou encore l'augmentation de la recyclabilité des matériaux. Selon nous, adopter un positionnement stratégique sur l'éco-efficience est une nécessité pour assurer la pérennité des activités industrielles. En effet, les entreprises proactives sur cette thématique seront les futurs gagnants du secteur, notamment d'un point de vue technologique et compétitif. Nous sommes également convaincus que les pressions environnementales et les investissements verts vont contribuer à améliorer à terme la productivité et la compétitivité des entreprises. En effet, avoir un objectif de réduction de la pollution va tendre à stimuler l'innovation et également à diminuer les quantités de matériaux et d'énergie utilisées, ce qui de facto ferait en sorte que la productivité des entreprises augmenterait. Dans le cadre de cette thématique, nous pouvons citer différentes valeurs qui nous sont chères, qui sont des valeurs de conviction, comme par exemple Schneider Electric ou encore Dassault Systèmes. Vous l'avez bien vu, ces valeurs ont un petit peu subi la rotation sectorielle, donc on les a pas mal sous-pondérées au court terme, en lien avec notre analyse de risque, mais nous n'hésiterons pas à revenir dessus au moment voulu, car ce sont des valeurs qui correspondent et qui s'inscrivent très bien dans cette thématique d'efficience énergétique. Mais à côté de cela, je peux vous parler d'une valeur décorrélée, une petite small cap qui s'appelle Gérard Perrier Industrie, qui est présente dans nos fonds Gay-Lussac Smicro-Cap et Gay-Lussac Europe Flex, qui est spécialisée dans la conception, l'installation et l'automatisation d'équipements électriques dédiés à l'industrie. Ce groupe a énormément mis de moyens sur l'innovation et embrasse pleinement cette thématique de transition et d'efficience énergétique. De ce fait, elle a réussi à se positionner et à développer son exposition sur des segments très porteurs tels que la transformation numérique de l'industrie, l'hydrogène, mais encore le nucléaire, activité qui est en passe d'être acceptée dans le cadre de la taxonomie européenne comme activité durable par la Commission européenne. Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Louis Defels pour conclure. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien, vos écoutes, vos nombreuses questions. En tout cas, toute l'équipe, que ce soit à la fois commercial, marketing et aussi toute l'équipe de gestion que vous avez vue. Il manque que Thibaut qui est parti skier le chanceux. Voilà, c'est millions des marchés. En tout cas, voilà, vous nous connaissez, on sera ravis de faire des one-to-one, des calls sur un macro, du stock picking. On reste évidemment à votre disposition.